Et si tout ce qu'on voit autour de nous, toute cette réalité, n'était pas juste un film qu'on regarde, mais plutôt une histoire qu'on est en train d'écrire, là, maintenant, à chaque seconde? Alors, allons-y, on va s'attaquer à une question, mais vraiment une des plus grandes questions qui soit. Au fond, c'est quoi notre place dans l'univers? Est-ce qu'on est juste de passage, des simples visiteurs, ou est-ce qu'on a un rôle bien plus important que ça? Voilà, c'est vraiment la question centrale. Parce que derrière, il y a deux manières de voir le monde, qui sont totalement opposées. Et franchement, la réponse, elle pourrait tout changer. Vraiment tout. Notre façon de voir la vie, notre place dans tout ça. Et ça, c'est la vision, on va dire, classique, celle d'Albert Einstein. Pour lui, c'était clair. L'univers, c'est une immense machine, une horloge géante qui tourne, qu'on soit là ou pas. Et nous, on est juste les spectateurs. On est là, on regarde, on essaye de comprendre comment les engrenages fonctionnent. Mais on ne touche à rien. L'horloge était là bien avant nous et elle sera là bien après. Seulement voilà, au début du XXe siècle, il y a une nouvelle science qui débarque et qui va, tout mettre sans dessus-dessous, la physique quantique. Et en plongeant dans le monde de l'infiniment petit, les scientifiques ont découvert des choses bizarres, des paradoxes qui n'avaient absolument aucun sens. Et au cœur de ces étrangetés, il y avait une idée vraiment, vraiment troublante. Et si on pouvait influencer le monde juste en le regardant? C'était fou, mais c'est ce que les expériences semblaient montrer. Le simple fait d'observer une particule changeait ce qu'elle faisait. D'un coup, l'observateur n'était plus juste un spectateur passif. Et Einstein, lui, ça le rendait dingue. Il détestait cette idée, à tel point qu'il lui a donné ce nom un peu moqueur, l'action fantomatique à distance. Pour lui, ce n'était pas possible. Ça devait être une erreur dans la théorie, un truc qui clochait. C'était une idée qu'il a combattue toute sa vie, en fait. Mais c'est là que l'histoire devient géniale. Parce que là où Einstein voyait une erreur, un bug dans le système, un de ses collègues, lui, a vu tout autre chose. Il a vu une porte s'ouvrir sur une toute nouvelle façon de comprendre la réalité. Et cette vision, elle allait absolument tout changer. Et ce collègue, c'est John Wheeler, un autre professeur à Princeton. Ce qui est incroyable, c'est qu'il avait exactement les mêmes données, les mêmes équations qu'Einstein. Rien de plus. Mais il les a regardées et il a vu le contraire. Il est arrivé à une conclusion radicalement différente. Il a osé penser quelque chose qui à l'époque était presque une hérésie. Et voilà sa réponse directe à Einstein. Pour Wheeler, notre présence ici n'est pas un hasard. C'est pas un accident cosmique. C'est essentiel. C'est même la condition pour que l'univers existe. En gros, sans quelqu'un pour le regarder, l'univers tel qu'on le connaît, eh bien, il n'existerait tout simplement pas. On a donc vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, celle d'Einstein. L'univers est une machine déjà terminée et nous, on est des observateurs passifs. De l'autre, celle de Wheeler. L'univers est une œuvre en cours de création et nous sommes des participants actifs. On ne fait pas que regarder, on construit la réalité au fur et à mesure. On passe de spectateur à co-créateur. Ok, mais alors, ça veut dire quoi, concrètement, de vivre dans un univers participatif? Accrochez-vous bien, parce que les conséquences de cette idée, elles sont vertigineuses. Ça redéfinit absolument tout ce qu'on pensait savoir sur notre place dans l'univers. Cette phrase de Wheeler est juste magnifique, je trouve. Elle nous dit que l'univers n'est pas un objet froid et figé, non, il est vivant, il est en train de se faire là, maintenant. Et nous, on est les artisans de cette création. C'est encore plus fort que ça, on n'est pas juste dans l'univers, on est l'univers. On est des petits bouts de l'univers qui se regardent même et qui se construisent en se regardant. Mais alors, comment ça marche, cet acte de création? Comment on fait? D'après Wheeler, c'est un processus simple, en 3 étapes. 1. Tout part d'une attente, d'une question qui naît dans notre esprit. 2. On observe, on cherche une réponse à cette question. Et 3. Boum! Rien que par cet acte d'observation, un nouveau bout de réalité est créé. La possibilité devient réalité. Et si cette théorie est vraie, ça change complètement la donne pour 2 des plus grandes chasses au trésor de la science. Je parle de la recherche de la plus petite particule de matière et de la recherche de la fin de l'univers. Des milliards et des milliards ont été dépensés là-dessus. L'idée est complètement folle. Ça voudrait dire que quand on cherche une particule encore plus petite, le simple fait de la chercher la crée. On construit un accélérateur de particules gigantesque en se disant on va trouver un truc plus petit, et paf, on trouve un truc plus petit. Pas parce qu'il était caché là, mais parce que notre attente l'a fait apparaître. La quête serait donc sans fin, non pas parce que la matière est infiniment divisible, mais parce que notre curiosité, elle, est infinie. Et c'est exactement la même chose pour l'espace.
On pointe un télescope vers ce qu'on pense être le bord de l'univers en se demandant qu'est-ce qu'il y a après. Et qu'est-ce qui se passe? On découvre qu'il y a quelque chose après. D'après Wheeler, ce n'est pas qu'on découvre une nouvelle galaxie qui était là depuis toujours, c'est notre regard, notre question qui étend la frontière de l'univers. C'est nous qui le faisons grandir. Tout ça nous amène à une image, celle d'une sorte de matrice divine. L'univers ne serait pas un grand vide avec des objets dedans. Ce serait plutôt un champ d'énergie, une sorte de conscience immense qui connecte tout. Et dans cette matrice, notre rôle, il est tout sauf passif. On est des créateurs, vivants, vibrants. Et on commence à comprendre les règles du jeu de cette matrice. La physique quantique nous dit 2 choses incroyables à son sujet. D'abord, elle est intriquée. Ça veut dire que tout est connecté. Absolument tout. Une action ici peut avoir un effet instantané à l'autre bout de l'univers. Et deuxièmement, elle est holographique. Ça veut dire que chaque petit morceau de l'univers contient l'image de l'univers tout entier, comme un petit bout de miroir cassé qui reflète quand même tout le ciel. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette science hyper moderne, elle rejoint des sagesses qui ont des milliers d'années. Quand un maître tibétain dit qu'on doit devenir dans nos vies ce qu'on choisit d'expérimenter dans le monde, eh bien, ce n'est plus juste une belle phrase philosophique. Ça devient presque un manuel d'utilisation de la réalité. On n'attire pas seulement ce qu'on est, on le crée, on le fabrique de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord. Donc, si on est des créateurs et que la réalité est modelable, comment on fait pour lui parler? Comment on communique avec l'univers pour lui dire ce qu'on veut créer? Eh bien, il semblerait qu'on soit déjà en train de le faire, en permanence. On est dans une sorte de conversation cosmique, un dialogue ininterrompu. Et attention, ce n'est pas un truc qu'on fait juste quand on médite ou qu'on prie. Non, non. C'est tout le temps, chaque seconde de chaque jour. C'est un dialogue qui ne s'arrête jamais. Chacune de nos pensées, la moindre de nos émotions, nos croyances les plus profondes, tout ça, ce sont des messages qu'on envoie en continu dans ce grand champ d'énergie. Et ce sont ces messages qui sculptent notre réalité. Alors, c'est quoi le langage de cette conversation? Ce ne sont pas les mots qu'on prononce, c'est beaucoup plus profond. C'est le langage de notre être. On peut dire que nos pensées, c'est un peu comme le plan de l'architecte. Nos sentiments et nos émotions, c'est l'énergie, c'est l'électricité qui va alimenter le chantier. Et nos croyances, nos croyances les plus ancrées, c'est les fondations. C'est sur ça que tout le reste va être construit. Et bien sûr, comme dans n'importe quelle conversation, il y a une réponse. L'univers nous répond. Et sa réponse, c'est notre vie. C'est ce qu'on expérimente tous les jours. Les événements, les gens qu'on rencontre, les synchronicités. Tout ça, ce n'est peut-être que l'écho de ce qu'on a envoyé. C'est un miroir parfait de notre langage intérieur. L'univers ne juge pas, il ne fait que refléter. Et ça nous laisse avec une question immense. Si tout ça est vrai, si le cosmos est vraiment une grande conversation, alors quelle réalité est-on en train de choisir, là, maintenant? Quelle histoire est-on en train de lui raconter? Quelle est la conversation qu'on décide d'avoir avec l'univers, aujourd'hui?